Du feuilleton, Madame la ministre des Affaires municipales propose l'adoption du projet de loi numéro 104, loi modifiant diverses dispositions, afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal. Et je donne la parole maintenant à Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon après-midi à vous, bon après-midi à tous les collègues. Très, très heureuse d'intervenir cet après-midi ici en votre présence à tous sur notre projet de loi 104. Donc, vous le voyez ici, loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal. C'est un projet de loi, et je vais le dire d'emblée parce que je pense que c'est important de reconnaître le travail de ma prédécesseur. Vous l'avez dit, je suis ministre des Affaires municipales, mais il y a une personne qui l'a été avant moi pendant près de 7 ans, qu'on peut nommer maintenant ici, donc qui était député de Chicoutimi, mais qui s'appelle André Laforêt. On a le droit de dire son nom maintenant. Donc, je veux saluer le travail de ma prédécesseur qui a déposé ce projet de loi-là en guise, en quelque sorte, de chant du cygne, qu'il a déposé au mois de mai et que j'ai repris donc à la rentrée parlementaire en septembre dernier. Mais donc, je la salue pour ce projet de loi-là et bien sûr pour l'ensemble du travail qu'elle a fait aux affaires municipales pendant 7 ans, avec entre autres nos partenaires municipaux. Donc, un excellent projet de loi, donc une belle pièce législative à partir de laquelle j'ai été en mesure de travailler avec nos équipes, je l'ai dit, à la reprise du Parlement en septembre dernier. Évidemment, je veux aussi remercier, parce que c'est le cas, on arrive en fin de processus, on est à l'adoption finale, d'où mon plaisir, mon ultime plaisir d'intervenir aujourd'hui. Il y a eu auparavant, évidemment, diverses étapes. D'ailleurs, je veux saluer et remercier ma collègue d'Argenteuil, mon adjointe parlementaire aussi, la députée d'Argenteuil, qui a fait une allocution non moins enthousiaste la semaine dernière à la prise en considération. Et je veux aussi remercier d'emblée les groupes qui sont venus en consultation particulière. La première étape, une fois qu'on a déposé un projet de loi, c'est les consultations particulières. Donc, à la fois les gens qui ont déposé un mémoire, qui nous ont transmis un mémoire, et aussi ceux qui, en plus, ont pris le temps de venir nous le présenter, que ce soit ici en personne à l'Assemblée nationale ou en Teams. C'est toujours très apprécié. Des gens qui prennent le temps de venir nous voir en plein jour ouvrable, souvent, donc ils se dégagent du temps pour venir nous présenter leur analyse, leurs commentaires, leurs opinions et leurs suggestions aussi, leurs recommandations, toujours très précieux. Personne ne sera surpris du fait que certains amendements qui ont été présentés dans le cadre du projet de loi ont été inspirés en tout ou en partie de ces recommandations. C'est important de dire que ce travail-là d'amendement, de bonification des projets de loi, c'est pas pour rien qu'il y a des processus parlementaires. Évidemment, on dépose un projet de loi, puis en général, à la fin, celui qu'on adopte est encore meilleur que celui qu'on a déposé au début parce qu'il est renforcé par ces amendements-là et ce travail-là qui est fait en commission et qui est largement inspiré des gens qui prennent la peine de nous transmettre des mémoires et de venir nous rencontrer. Donc, un très grand merci à tous les groupes et personnes qui sont venus nous consulter. Merci aussi, évidemment, à mes équipes qui nous ont accompagnés tout le long, à l'ensemble des collègues qui nous ont accompagnés tout le long du projet de loi. Alors, je le disais, Madame la Présidente, et vous le voyez, le titre du projet de loi, c'est en réponse à certaines demandes du milieu municipal. C'est commun aux affaires municipales d'avoir ce qu'on appelle des omnibus, donc bon an, mal an, il y a des projets de loi qui sont déposés, qui sont adoptés aux affaires municipales, parce qu'évidemment, les municipalités, on en a 1100 quelques au Québec, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'entités administratives, municipales, des MRC, des villes, des municipalités avec qui travailler et qui, elles aussi, doivent rendre des services à nos citoyens. Donc, oui, notre clientèle, ce sont les municipalités, mais à travers elles, ce sont nos citoyens contribuables qui veulent et doivent et sont en droit de s'attendre à des services efficaces. Alors, l'objectif, entre autres, de ce projet de loi-là, mais de façon générale, c'est d'offrir à nos citoyens contribuables du Québec des services toujours plus accessibles, efficaces, moins coûteux. Et c'était, encore une fois, le propos de ce projet de loi-là. Que j'ai eu l'occasion de bonifier quand on est arrivé à la rentrée parlementaire, parce que je l'ai dit, on partait d'un très bon projet de loi déposé par ma prédécesseure, mais c'était une occasion pour nous, pour moi, qui suis arrivée en poste le 10 ou le 11 septembre, de pouvoir y mettre ma couleur et de pouvoir surtout y ajouter de nouvelles mesures qui allaient ultimement avoir ce que j'appelle l'effet domino, c'est-à-dire être bon pour nos municipalités, qui sont notre première clientèle, mais à travers elles, pour nos citoyens. On travaille tous, quel que soit le palier de gouvernement, on travaille tous pour les mêmes citoyens qui paient des taxes et des impôts et qui veulent des services efficaces. Donc, que ce soit de l'allègement réglementaire, de l'allègement des processus, des innovations aussi, et j'y reviendrai, Madame la Présidente, mais on a fait à travers ce projet de loi-là ce que je qualifie de petite révolution en termes de créer des nouveaux revenus. Parce que moi, j'ai deux grands objectifs. Quand je suis arrivée, il nous restait à peu près 1 an, donc il faut se concentrer, je pense, sur des priorités. Et j'en ai deux. Créer des nouveaux revenus sans toucher à la poche des contribuables du Québec
et faire en sorte qu'on soit toujours plus efficace en faisant du ménage, en faisant de l'allègement, en favorisant les regroupements de services, la mutualisation des infras, etc. Donc, ce sont mes 2 grands objectifs et j'ai profité de ce projet de loi-là pour déjà y inclure des mesures qui permettent d'opérationnaliser ces 2 grands objectifs-là et donc, ultimement, comme on le dit depuis le début, offrir des meilleurs services ou créer des nouveaux revenus sans toucher à la poche des contribuables. Donc, je suis vraiment très heureuse, Madame la Présidente. Alors, j'y vais sur les grands thèmes du projet de loi parce que je pense que c'est important d'insister une ultime fois sur les changements que permettent de réaliser ce projet de loi-là. Il y a plusieurs choses. Quand on parle d'un omnibus, ça le dit. Donc, c'est une variété de sujets qui sont abordés, une variété de changements et de mesures qui sont proposées, qui touchent divers aspects. Donc, je les aborderai pas tous parce qu'il y a des choses là-dedans très techniques, des choses très nichées, qui sont peut-être un peu hermétiques là, pour le genre d'allocution qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a des thèmes très importants qui se dégagent et qui ont été proposés dans ce projet de loi-là. Et je commence par celui qui, à mon sens, est la petite révolution que j'évoquais tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'avoir des échanges et je veux remercier, pour être sûr de ne pas l'oublier, mon collègue le ministre des Finances. Très important, c'est une mesure que j'ai travaillée avec mon collègue le ministre des Finances, une mesure qui nous permet de créer des nouveaux revenus, d'aller chercher du nouvel argent. Et cette mesure-là, Madame la Présidente, c'est de donner la possibilité, d'ouvrir la possibilité aux municipalités du Québec de diversifier leurs véhicules de placement, de diversifier la manière dont ils placent, dont ils rentabilisent, dont ils feront fructifier l'argent public, les surplus ou les réserves dans les municipalités. Actuellement, ce qui est le cas depuis des années, des décennies, c'est que les municipalités peuvent placer cet argent-là dans des placements qui sont garantis, donc qui sont très peu risqués, mais qui ont un rendement très limité. Souvent, ça va ensemble, donc on met des placements garantis parce qu'il n'y a pas de risque, mais notre rendement est somme toute très limité. Alors, c'est correct parce que c'est un principe qui est aiguillé par la prudence, le principe de précaution et de prudence par rapport à l'argent public durement gagné. Et bien sûr, Madame la Présidente, on y adhère tous ici en cette Chambre, le principe de prudence quand il s'agit de la manière de gérer l'argent public des contribuables. Ceci dit, il y a quand même des possibilités qui existent tout en demeurant extrêmement prudent et précautionneux par rapport à l'argent des contribuables. Il y a des alternatives qui existent. Et la preuve en est qu'ailleurs au Canada, dans d'autres provinces, ils le font. Ils ont ouvert la possibilité, le type de placement qui est possible pour les municipalités de manière, encore une fois, prudente, de manière encadrée, avec accompagnement. Donc, c'est pas fait n'importe comment, qu'on soit partout, n'importe où au Canada. Je suis pas mal sûre, si on demandait aux 12 autres provinces et territoires, voulez-vous vous assurer qu'on gère prudemment l'argent public? Tout le monde dirait oui. Donc, ça tombe sous le sens. Mais quand même, c'est possible. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on regardait ce qui se faisait en Ontario. On a tendance, évidemment, à regarder ce qui se fait en Ontario parce que c'est une province, somme toute, comparable. Et en Ontario, l'année dernière, ils ont fait environ, en moyenne, 9 % de rendement. Et ici, au Québec, on a fait 5 %. Alors, Madame la Présidente, c'est presque le double. Et quand on applique ce 4 %-là de plus à des centaines de millions de dollars qu'on pourrait placer avec du rendement comparable à celui en Ontario, bien, c'est des dizaines de millions de dollars d'argent neuf. C'est de l'argent neuf qui est injecté dans les budgets des municipalités, qui est réinjecté dans les services publics et qui ne nous demande aucune augmentation de tarifs, aucune augmentation de taxes, qui ne demande rien d'autre que de l'intelligence et de l'expertise. Et évidemment, les placements puis les rendements de placement, ça varie au fil du temps. C'est pas tous les placements qui génèrent le même rendement d'une année à l'autre. On l'a vu depuis l'arrivée de M. Trump, à quel point les marchés peuvent vivre des soubresauts. C'est pour ça qu'il n'y aura aucune obligation de le faire. Ça, c'est important de le dire aussi. Tout ce qui est actuellement permis comme placement va demeurer possible. Alors, c'est possible pour une municipalité de continuer de faire exactement la même chose qu'elle fait en ce moment, mais il y aura la possibilité d'aller, par exemple, dans des actions. Le tout va être encadré, je l'ai dit, consciencieusement à travers un règlement pour lequel on va créer une table de travail avec les municipalités concernées. Il faut dire que c'est Montréal et Québec qui auront cette nouvelle possibilité. On commence graduellement, on veut le faire graduellement, intelligemment, prudemment, encore une fois. Donc, on commence avec nos plus grandes villes qui ont, qui dit plus grandes villes, proportionnellement plus gros budget, donc plus gros surplus, plus gros montant d'argent potentiel à investir.
Donc, on va le travailler avec notre métropole et notre capitale. Le règlement avec, évidemment, les collègues des finances, mais c'est une très grande avancée, Madame la Présidente. C'est une demande de l'Union des municipalités de très longue date. Alors c'est ça. Moi, je suis très satisfaite de ça parce qu'il faut tous trouver des façons de créer des nouveaux revenus. Madame la Présidente, on a beau se demander de l'argent en palier de gouvernement, c'est toujours la même poche qui paye. Alors ça, c'est une manière très, très claire et concrète de se créer des leviers pour aller chercher des nouveaux revenus. Sur le même thème, parlant de nouveaux revenus, quand j'étais ministre des Transports, j'ai aussi créé une nouveauté, donné suite à une demande de très longue date dans le projet de loi 61 à l'époque, qu'on a adopté en décembre dernier, il y a presque un an, qui permettait aux sociétés de transport de faire des projets immobiliers en simultané à des projets de transport collectif. Ça partait du fait qu'on a concrètement des projets qui se dessinent pour le prolongement de la ligne bleue à Montréal, les 5 nouvelles stations sur 6 km. Il y a 2 endroits, Lacordaire, L'Angelier, c'est les noms, en tout cas, du moins qu'on a en ce moment pour les stations qui vont changer dans le futur. Il y a 2 endroits où il y a des promoteurs privés qui sont intéressés à faire des projets. Alors, en discutant avec eux, on s'est dit, il faut qu'on puisse pas accommoder, mais c'est-à-dire aménager les lois, faire des modifications dans les lois et règlements pour que ce soit possible de faire du développement immobilier, par exemple, sur une future station de métro. Et au moment de faire la conception puis de planifier la réalisation d'une station de métro, d'une nouvelle station de métro, de prendre en compte le futur développement immobilier. Parce que sinon, tu fais ta station de métro, puis après ça, un jour, quelqu'un arrive, dit « je veux faire du logement là-dessus », mais là, tu n'en as pas nécessairement tenu compte quand tu as construit, c'est compliqué, le stationnement, ça peut être compliqué. Alors, c'est compliqué, ça coûte plus cher. Vraisemblablement, ça coûte plus cher, puis peut-être que c'est même pas possible, peut-être qu'il est trop tard, parce que là, défaire ce que tu as déjà fait. Alors, on a fait dans le projet de loi 61 que j'ai fait adopter l'an dernier, on a mis en place un processus pour que ce soit officiellement possible. Mais il me restait quelques petites choses à venir raffiner, je dirais, pour peaufiner l'encadrement de ça, entre autres s'assurer de l'assujettissement à la LCOP et aux lois d'accès à l'information, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on peut, à travers une filiale ou une société par action, une société en commandite, faire ces projets-là avec le tiers privé. Donc, on est venu camper comme il faut les assujettissements et on est venu aussi mettre noir sur blanc le processus d'octroi de contrat. L'idée étant de vraiment pouvoir faciliter la prise en compte du projet immobilier dans le projet de transport collectif, mais en limitant la responsabilité et le risque pour l'argent public. Donc, en limitant, par exemple, la contribution de la société de transport à un actif qu'elle possède déjà, un terrain, disons. Donc, en faisant en sorte que les risques liés au chantier immobilier ne puissent pas affecter le chantier lié au transport collectif, parce qu'on le sait, les projets de transport collectif, plus souvent qu'autrement, en fait, pas mal tout le temps, sont essentiellement financés par le gouvernement du Québec. Donc, si tu exposes ton chantier de transport collectif à des risques qui sont liés à un autre projet, sur lequel tu n'as pas de contrôle direct, bien, qui va payer en bout de ligne? On va nous demander à nous de financer le surplus, puis le dépassement de coûts, puis les délais et tout ça. Alors, on voulait protéger notre chantier de transport collectif de risques associés à l'autre, mais en allant le plus loin possible sur la simultanéité et sur les économies d'échelle que ça permet de dégager, sans parler du gros bon sens, Madame la Présidente, faire un chantier après l'autre alors que tu peux les prévoir en même temps, c'est l'évidence. Alors, on est venu faire ça dans le projet de loi, très, très, très important. Moi, je suis très fière de ça parce que ça venait compléter, comme j'ai dit, ce que j'avais amorcé il y a un an. Et là, on vous parle du prolongement de la ligne bleue, mais il y a d'autres projets qui vont voir le jour sans doute. Le transport collectif, les projets structurants. On a le REM aussi qui est en train de finir d'être mis en place. Et il y aura des projets dans d'autres villes éventuellement. Il y a le tramway ici à Québec. Alors, ce serait extrêmement facilitant. Puis encore une fois, nouveaux revenus, parce que tout ce développement immobilier-là qu'on fait en même le transport collectif structurant, ça permet aussi d'aller chercher des redevances à réinvestir. C'était ça aussi l'idée. Encore aller chercher du nouvel argent sans le prendre dans la poche des contribuables, sans augmenter le coût du projet. Donc, nouveaux revenus, efficacité, économie d'échelle, ça va exactement dans le même sens que la diversification des placements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, j'en suis très fière, Madame la Présidente, et ce sont tous des amendements que j'ai apportés à mon arrivée à la reprise parlementaire, donc qui n'était pas dans le projet de loi d'origine, mais je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est extrêmement pertinent, c'est ultimement salutaire pour nos citoyens, pour nos contribuables. Alors moi, je suis très fière qu'on ait pu déposer ces amendements-là et les faire adopter, parce que je suis de l'école qu'on doit battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors, entre une vision de dire on a l'occasion, on le fait, c'est une demande de longue date, c'est bon pour les citoyens, on le fait, et ben là, on devrait peut-être continuer d'en parler, puis on verra, puis on en reparlera une autre fois. Moi, je suis plutôt de la première école, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a des collègues qui semblent être plus de la deuxième école. Mais